Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'UQTR Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas Bruns. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour. Aujourd'hui, Jérémy Guérin et moi-même, Jérémy Hamon, on reçoit Catherine Brunet au podcast des Bas Bruns. Bonjour Catherine. Bonjour les Jérémy. Merci. Tout d'abord, on a pu te voir à la télévision depuis que tu as environ 8 ans et puis maintenant tu joues le rôle de Kim Bérubé dans 5e rang. Est-ce que tu es fière du parcours télévisuel que tu as eu jusqu'à présent? Je pense que vous vous trompez de Catherine Brunet. Non, effectivement. Mais j'ai une priorité. Mais je suis plus vieille qu'elle, donc j'existais avant. Donc, Effectivement, on parle de Catherine Brunet, CPA pour Demerson Bone. Et puis, tu te spécialises dans le média et le divertissement. Alors, il y a quand même un petit, comment dire, là, point commun entre les deux, Catherine. Ben, juste pour te revenir là-dessus, en fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine dernière, j'ai une productrice qui me textait puis qui me disait « tu peux-tu m'envoyer telle information? » Puis je ne comprenais pas, mais elle essayait de communiquer avec Catherine, la comédienne. Elle me demandait certaines informations que je ne savais pas ce que c'était. Puis je suis comme « T'es sûre que tu veux me parler? » « Oh non! » Puis là, finalement, on a pu jaser d'autres choses. Là. Donc, oui, ben comment je suis arrivée dans le média? En fait, j'étais avant dans un autre cabinet comptable. Et ce cabinet-là avait une clientèle en médias divertissement, majoritairement en télévision. Donc, j'ai travaillé en collaboration sur certains mandats par rapport à ça. Puis, à un moment donné, était venu le temps pour moi d'essayer autre chose qu'être en cabinet. Puis, la directrice sur ce mandat-là me dit « Catherine, ils ont vraiment besoin d'aide chez ce client-là. Va les voir. Je pense que tu fitterais vraiment avec leur personnalité et tout. » Puis finalement, je suis allée, l'entrevue, ils m'ont engagée sur le champ. On avait déjà travaillé ensemble, donc ils me connaissaient déjà. Puis, j'ai passé 9 ans là-bas, donc chez ce producteur télévisuel-là. 9 ans, ça a l'air gros, peut-être pour vous autres qui commencez votre carrière, etc. Mais l'entreprise, elle a tellement changé avec les années par acquisition. Donc, il y a plein de gens qui se sont greffés à ça. L'entreprise a vraiment grossi, ce qui fait que ce qui est vraiment propre, je peux vous dire aussi aux compagnies en médias, c'est qu'il y a quand même une consolidation qui est faite, ce qui fait qu'il y a des rebondissements tout le temps. Donc, ce qui fait que j'ai participé à des regroupements, à des fusions, à des acquisitions, à du financement, ce qui fait que cette industrie-là est vraiment tripante. T'es tout le temps, c'est sur les chapeaux de roue, ça va vraiment vite, mais tu es tout le temps en train de développer, d'essayer d'apprendre des nouvelles choses, ce qui fait que c'est super motivant. Mais il y a aussi des séries qui sont vendues à l'étranger, je crois. Ça doit être différent, là, le processus. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que la télé au Québec versus la télé à l'international, c'est des façons différentes de travailler. Donc, oui, j'ai fait majoritairement des produits, des émissions de télé ou des films qui sont diffusés au Canada. Mais oui, j'ai travaillé sur des séries également ou des films qui ont été diffusés à l'international. Ce qui fait que, oui, puis souvent, les gens à l'interne, tes patrons ou tes producteurs vont faire appel à toi parce qu'il y a certains enjeux fiscaux importants quand tu fais affaire avec l'international. Entre autres, certaines retenues à la source, ça se pourrait que tu reçoives moins d'argent que tu pensais. Pourquoi? Certains droits, est-ce qu'il y a des taxes là-dessus? Si tu fais travailler des gens à l'étranger, des visas, on a déjà envoyé des équipes à l'extérieur. Il y a plein d'autres aspects aussi, assurance, qui est super intéressant également, ce qui fait que tout le temps que tu sois à l'affût, ton jugement professionnel est vraiment important là-dedans. Donc, vraiment de détecter peut-être des petits enjeux qui pourraient arriver, mais ça, c'est sûr que ça vient avec l'expérience et avec le temps.
C'est quand même vraiment intéressant. Tu sais, veux pas, le milieu de la télévision, c'est un milieu qui est beaucoup plus artistique. Est-ce que tu dirais que, vu qu'on le sait, là, la comptabilité, c'est quand même beaucoup de normes, c'est beaucoup de règlements respectés, de façon à faire ça, est-ce que tu crois qu'il y a une certaine place à la créativité dans la comptabilité? Il faut faire attention à la comptabilité créative. On entend ce terme-là, peut-être dans les médias ou des choses comme ça. Je pense que les normes sont capables de s'adapter à pas mal tous les domaines, même pour le domaine artistique. Surtout quand c'est on vend du vent là, en tant que tel. Il n'y a pas de produit physique. Tu n'as pas une chaise, tu vas faire une chaise, des barreaux, etc. Donc, c'est du concret. Tandis que là, c'est de l'avancement. Je pourrais dire qu'en télévision, en film, ça s'apparente beaucoup à des entreprises qui auraient des travaux en cours, un peu comme les gens qui montent des logiciels, des choses comme ça. Donc, je trouve que ça s'apparente beaucoup à ça. Mais les normes sont totalement aptes à s'adapter à un domaine comme ça. Puis même, c'est sûr que je me suis spécialisée avec le temps. Donc, je suis rendue un peu la référence en actifs incorporels là, dans le cabinet maintenant, là, parce que justement, il y a tellement d'aspects. Puis il y a un aspect, je vais vous avouer, oui, il y a les normes, mais il faut tout le temps penser à l'aspect, oui, le domaine. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi que l'industrie a besoin, que l'industrie veut, comment l'industrie fait? C'est sûr que ça doit évoluer avec le temps. Il y a certains producteurs que je parle souvent qui vont être pris dans certaines méthodes, certaines façons de faire qui sont plus vieilles. Donc, tout ça évolue, mais je pense que le domaine, les besoins du domaine versus les normes se conjuguent très bien. Je ne sais pas si tu as entendu déjà le terme de Hollywood accounting, dans le sens, surtout avec c'est plus avec le traitement des cachets pour les artistes. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais résumer un peu ce que c'est pour les gens qui ne sont pas au courant de ce terme-là? Tu parles le traitement des cachets, tu parles les gens qui travailleraient ici ou... Ben, c'est dans le fond, c'est que souvent on entend ça surtout du milieu des artistes là, qui vont dire OK, bon, moi j'ai vendu telle affaire, tel concept créatif. Mm-hmm. Notamment, surtout, ça arrive sur des podcasts ou des shows d'humour. Ils disent j'ai eu tel contrat avec telle agence. Puis là, on me promet telle chose. Puis, à travers le supposément Hollywood accounting, ils se retrouvent à avoir un revenu moindre parce que chaque petit composante prend sa part. Tu vas avoir la maison de disques. Après ça, tu vas avoir telle chose qui va prendre ça. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Donc, tu veux plus dire qu'il y aurait comme des frais cachés ou des... OK. C'est sûr, ça va dépendre des domaines. Là, tu me parles peut-être du domaine musical, ouais. Puis du côté des artistes. C'est sûr que, disons, je vais te mettre dans le... Ouais, du côté des spectacles, c'est sûr que tu as tout le temps la personne qui fait le spectacle, comment je peux dire, il y a un peu la personne qui organise tout, c'est le producteur. Donc, le producteur, lui, souvent, c'est celui qui va amener les fonds pour pouvoir développer le projet. C'est lui qui va acheter les concepts. C'est un peu lui qui est au bat. Là. C'est un peu lui qui est, qui est à risque parce que souvent, c'est lui qui va mettre de l'argent et du temps pour pouvoir organiser le spectacle. C'est sûr que... il ne peut pas tout faire, là, le producteur. Donc, souvent, oui, il va acheter un concept de quelqu'un, il va faire affaire, dans le cas, que ce soit de la musique ou tu me parlais de l'humour. Donc, il va conclure des contrats avec les gens. Puis c'est sûr que ça dépend des ententes, je dois t'avouer. Donc, ça se pourrait que l'artiste ait seulement un cachet global, puis dans le cas que le producteur ferait plus de revenus, il n'y aurait pas accès à ça. Il y a certaines ententes. Je dois t'avouer que c'est du cas par cas. Ça va dépendre du type de producteur ou tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants, je dois t'avouer. Comme là, je parlais du spectacle, dans le film, puis dans la télé, tu vas avoir le diffuseur qui va être impliqué là-dedans. Oui, il y a le producteur, il y a les artistes que tu vois à l'écran, il y a les artistes en arrière de l'écran que tu ne vois pas, donc les gens qui écrivent
qui écrivent les textes, tu as les gens qui produisent, qui réalisent en arrière, les monteurs, etc. Donc, il y a plein de gens en arrière. Il y a aussi des distributeurs. Donc, on a parlé de justement d'exporter les contenus à l'international. Donc, tu vas avoir un distributeur aussi, lui, il a certains droits. Lui pourrait vendre, disons, le film de quelqu'un, mais il a le droit à un certain revenu jusqu'à temps d'en redonner au producteur. Donc, il y a plein d'intervenants, mais je crois quand même que tout le monde a son compte là-dedans. Si tu parles des artistes, il y a tous les postes que je vous ai mentionnés, là, que ce soit les artistes à l'écran, les techniciens, réalisateurs, ont des syndicats. Donc, c'est tous des syndicats externes, ce qui est vraiment particulier puis différent versus d'autres domaines où est-ce que souvent les syndicats, ça va être à même les entreprises, tout ça. Donc, ont chacun leur syndicat et leurs particularités. Puis, c'est tout en collaboration avec l'Association des producteurs. Si je parle dans le cas de la télévision au cinéma, l'Association des producteurs de médias du Québec. Donc, c'est des ententes, c'est négocié à chaque... souvent, ça dépend des gens, là, 3 ans, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même une bonne entente. Puis, je pense que tout le monde veut la même chose. C'est produire du contenu québécois de qualité, mais d'être rémunéré de façon adéquate. Sur le site de Emerson Bone, il y a comme une présentation un peu là, qui dit que tu as toujours su que tu voulais t'en aller en comptabilité, mais en même temps, tu as l'air très passionné par le milieu là, des médias et divertissements. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as guidé ton parcours scolaire? Là, c'est une bonne question. En fait, avant de vouloir devenir, moi dans le temps c'est SCA, avant de vouloir être comptable agréé, j'avais considéré faire le DEC en art et technologie des médias à Jonquière, qui est en fait une technique pour te spécialiser dans le domaine. Donc, où est-ce qu'il couvre justement pas mal tout ce que j'ai dit, là, animation, mais tout ce qu'il y a en arrière de la caméra, écriture, des régisseurs, monteurs, etc. Donc, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est, je ne sais pas si vous aviez ça encore, cours d'économie de 5e secondaire. Donc, on a fait des états financiers. Optionnel maintenant? OK. Donc, on a fait des états financiers. Papier, maintenant, je sais que vous autres dites tout technologique, mais non, je faisais des contentés. Contentés, vous savez ça? Ben oui, parce que selon la vieille doctrine de nos confrères et futurs confrères compteurs, c'est que avant de montrer comment faire les états financiers de façon plus automatisée, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne de façon papier. Donc, je me souviens très bien dans ma technique. On OK. Puis tout faire nos écritures, puis il y avait la règle, tu sais, le premier chiffre, il y a signe de dollar, mais là, si tu mets des chiffres après, tu vas avoir une faute. Puis, fait que, tu sais, c'est encore très présent, je pense, dans le parcours académique, puis je pense que ça a sa place, effectivement. Bien, je suis d'accord avec toi, puis ça a vraiment été ça. J'ai vraiment cliqué. Je me trouvais bonne, j'aimais ça, puis j'aime tout ce qui est casse-tête dans la vie ou des jeux, ce qui fait que pour moi, c'était comme un jeu. J'adorais ça, balancer le bilan. J'étais vraiment excitée là, quand ton examen, surtout quand tu fais ça papier, ton examen, tu le sais que tu réussis quand tu as balancé ton bilan. Sinon, tu as oublié une affaire quelque part puis ça ne fonctionne pas. Mais dès que tu balances, tu te dis « OK, je suis correct, j'ai fini ». Donc, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis, tout de suite, je me suis informée sur comment je pouvais pousser ça, savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Puis, ce qui est drôle, je n'avais jamais eu la conversation nécessairement avec mon père. Mon père, il n'est pas CPA, mais il avait fait quand même un DEC technique en administration. Puis, il faisait ça dans la vie, mais il ne m'en avait jamais parlé. Donc, ça avait comme pas... il n'y a eu aucune influence sur moi. C'est juste, j'ai vraiment trippé à faire ça. J'ai fait mes recherches, puis j'ai dit, ben gars, moi, je vais être, dans le temps, je vais être CA. Donc, puis, tout s'est déboulé. J'ai eu ce qu'on appelle peut-être un parcours plus
traditionnelle. Donc, je suis allée au cégep en sciences humaines, administration. Je suis allée, pas à l'UQTR, là, il ne l'avait pas dans le temps à Montréal. Je suis allée au HEC, le BAA, le DEC, j'ai fait l'examen, réussi, puis mes 2 ans. Après ça, je suis venue CA, donc c'est... Lâchez pas. Vous allez y arriver. On voit ta passion pour la comptabilité, oui, puis pour aussi un peu parler du domaine artistique. Est-ce que tu as d'autres passions à l'extérieur du cadre plus de ton travail? Je ne peux pas vraiment sortir l'artiste de moi. Je suis, puis je le dis à tous mes collègues tout le temps. Ah, oh, Catherine, j'ai dit, vous savez, là, moi, je suis une artiste. Donc, je fais partie d'une troupe de danse de compétition hip-hop. Donc, j'avais toujours un amour de la danse. Mes parents, ça, ils m'ont délégué ça, là. Mes parents faisaient des compétitions de danse sociale dans le temps. Donc, c'est vraiment ancré en moi, ce qui fait que... dans les études, on a un peu moins de temps. Là. J'espère que vous restez actifs là, durant cette période, mais ça reste qu'on en fait un peu moins, peut-être rendu à l'université cégep. Mais j'ai renoué avec ça, la danse, là, quand j'ai commencé à travailler. Je peux avoir... oui, on peut avoir des loisirs quand on travaille. Hein? Donc, j'ai renoué avec ça. Puis finalement, je suis tombée là-dessus. Puis là, je fais des compétitions de danse hip-hop. Ça fait déjà 5 ans. On est compétitif, mais on s'entend que c'est pour le plaisir. Donc, c'est des gens de, je peux bien dire, 30 ans et plus qui font de la compétition. Mais ça reste que je danse sur les mêmes scènes que les jeunes, etc. Puis, donc, ça, c'est vraiment une passion pour moi. Je fais également du chant. Donc, non, je ne fais pas de spectacle, vous ne m'entendrez pas, puis je ne chanterai pas ici. Là. Malgré, je peux vous donner une exclusivité. Ils m'ont demandé, je vais chanter justement avec un de mes collègues, ancien guitariste professionnel qui travaille chez Demersbaum avec moi, qui lui aussi, artiste, est devenu CPA. Puis on est les deux dans l'équipe Média Divertissement. Puis vous avez une exclusivité, là, mais à notre petit party de Noël virtuel, on risque de faire une couple de chansons pour nos collègues. Donc, ça fait vraiment partie de moi, la partie artiste. Puis, j'ai besoin de cet équilibre-là. Donc, pour moi, parce que ça reste, oui, je suis passionnée par la comptabilité, mais ça reste que c'est quand même un travail plus cérébral, un petit peu plus contenu. Puis, j'ai besoin de dépenser mon énergie. Et j'ai vraiment besoin de ces projets-là artistiques pour, je pense, me sentir accomplie. Mais j'aime ça, tu donnes vraiment une image comme quoi les CPA, c'est pas juste justement des bas bruns, là, puis qu'ils sont capables de faire autre chose aussi. Mm-hmm. Ça serait quoi tes objectifs personnels, peu importe le niveau, si c'est comptable ou danse ou tout ça? Moi, j'ai vraiment... Je veux vraiment atteindre l'équilibre entre les deux. Comme je vous ai dit, j'ai besoin des deux, j'ai besoin d'être les deux. Ce qui fait que je suis une fille qui aime un peu de tout. Donc, j'aime avoir l'équilibre et d'être capable de faire plusieurs choses. T'sais, oui, je suis artistique, mais j'aime quand même, je fais du sport. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'aime toujours le hockey. Là, regardez, là, je joue moins maintenant. Là, mais ça reste que ça fait partie de moi. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Le travail, oui, mes projets artistiques, ma famille, c'est vraiment ça, mes priorités. Puis, je veux vraiment avoir un équilibre. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu une utopie. Là, J'y crois. Puis, je pense là-dedans, c'est vraiment... c'est vraiment d'atteindre un équilibre puis de pouvoir faire un peu de tout. Moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi puis que je veux atteindre. On voit souvent la mention de niche média et divertissement chez Demerson Bowl. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça constitue la niche média et divertissement chez Demerson Bowl? En fait, la niche, c'est plein de gens passionnés comme moi qui tripent sur l'industrie. Comme là, je vous ai parlé de mon collègue ancien guitariste professionnel. Mais on en a plein d'autres comme ça qui font partie de notre équipe. Donc, on est vraiment une équipe spécialisée, multidisciplinaire. Donc, multidisciplinaire parce que
Il y a des gens en certification, donc des gens qui font audit, mission d'examen, avis au lecteur, comme des gens qui font de l'impartition comptable. Donc, on fait de la comptabilité, nous, production à l'interne. Également la fiscalité. Toute la fiscalité, parce que c'est très important dans le domaine. Le domaine est pas très, mais est quand même subventionné de façon importante. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à maîtriser pour nos clients et nous-mêmes. Donc, on va être capable de les conseiller. Donc, il y a ces aspects-là. Je te dirais également, c'est que ça comprend toute la clientèle. Bon, je peux vous énumérer, là, en fait, télévision, cinéma, animation, 2D, 3D. On a également jeux vidéo, réalité virtuelle, production de spectacles, puis également production d'événements. Donc, c'est vraiment tout ça. Il y a la publicité également. Donc, toutes les boîtes de publicité sont également dans cette niche-là. Et c'est vraiment, on est une dizaine de personnes spécialisées, ce qui fait qu'on est vraiment capable de bien épauler notre clientèle et bien les conseiller. Puis, on a tout le temps un petit expert, quelqu'un dans l'équipe qui est expert de quelque chose qu'on est capable d'aller, qui peut aider dans différents dossiers. Par hasard, justement, en tant qu'expert, est-ce que vous avez des gens qui s'occupent, un peu comme un agent d'artiste, dans le fond, qui pourrait négocier les contrats pour vos futurs clients si vous le vouliez? Dans le sens, tu veux dire... Comme il y a des bureaux qui offrent ça, dans le fond, surtout ça arrive dans des bureaux d'avocats, mais j'ai déjà vu quelques petits bureaux comptables, ben pas petits, là, mais des bureaux comptables offrir ça à leurs clients, dans le fond. Ils offraient gérance d'artistes, pas dans notre cas. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que le fait qu'on est quand même proche des clients, c'est une clientèle où est-ce qu'on est très proche avec les producteurs, ce qui fait que, pas plus loin que hier, justement, ils t'appellent pour te demander des références tout le temps. C'est un domaine qui est quand même fait de gens contractuels. Donc, souvent, ils ont besoin, parce que souvent, ils n'ont pas des besoins d'avoir quelqu'un à temps plein. Les productions, souvent, c'est éphémère, donc c'est souvent 2-3 mois intensifs. Après ça, tout le monde retourne chez eux. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un à temps plein pour gérer ça, à part si tu es vraiment une plus grande entreprise et que tu as beaucoup de volume. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens à la pige. Excusez-moi. Donc, ça va m'arriver souvent que les clients vont me demander « Tu connais-tu quelqu'un justement en droit du divertissement qui pourrait m'aider à négocier mes droits? » Comme tu en as parlé, il y a aussi des agences spécialisées pour libérer des droits qu'on appelle. Donc, ça, c'est des gens qui détiennent des titres de musique. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de négocier. Puis, c'est avec ces agences-là que tu vas parler pour pouvoir payer. Parce qu'à chaque fois que vous entendez une chanson à la radio, que vous entendez une chanson à la télévision, donc on doit payer l'artiste ou en fait la personne qui détient les droits, ce n'est pas nécessairement l'artiste. Là, des fois, c'est sa boîte de production. Là, ça va dépendre. Donc, il faut payer la personne qui détient les droits sur la musique. Donc, ces intervenants-là peuvent aider les clients, nos clients également, des fois en assurance, au niveau des banques. Le fait que, justement, c'est très financé par des crédits d'impôt ou des subventions, ça n'arrive pas tout le temps au début. Puis les crédits d'impôt, vous savez, il faut faire la déclaration d'impôt avant pour avoir l'argent, ce qui fait que les banques, il y a des banques qui sont spécialisées, qui ont des départements spécialisés dans ces clientèles-là, où est-ce que tu peux aller à faire. Fait que c'est très, très commun. Par contre, je suis un peu une référence pour donner des références à mes clients ou à des gens que je connais dans le domaine. Même le fait que j'étais en entreprise, ça va arriver que j'ai des anciens collègues qui m'appellent ou qui me disent « Ah, t'as-tu quelqu'un? Tu le sais-tu? Y a quelqu'un qui pourrait m'aider là-dedans? » Ce qui fait que c'est vraiment une industrie de contact. Et puis justement, est-ce que tu pourrais dire que la relation avec les clients en médias et divertissement est différente avec la relation client dans d'autres départements? Je te dirais que je pourrais dire que oui, parce qu'en fait, moi, les clients, le fait qu'on doit... souvent, les grosses boîtes de production vont avoir des fins d'année toute l'année, ce qui fait que moi, je leur parle constamment.
ce qui fait qu'on développe quand même des liens très proches avec eux. Puis dépendant que c'est des plus grosses boîtes ou des plus petites, dans les plus petites, moi, je parle au producteur directement, là. Lui, il n'y a pas de ressources avec lui, etc. Donc, je parle vraiment à la personne qui est le propriétaire, c'est lui. Puis, tu sais, là, vous allez dire, ah oui, mais Catherine, à son niveau, c'est sûr qu'elle parle au propriétaire, mais ma gang parle au producteur. C'est ça qui est propre à ça. Souvent, c'est seulement un producteur qui engage plein de gens autour, ce qui fait que notre contact, c'est le producteur. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est des gens passionnés. Puis c'est ça que j'adore de ce domaine-là, c'est qu'on sent vraiment qu'ils sont vraiment reconnaissants. Parce qu'eux, en plus, c'est un feu roulant. Là, quand tu es en production, il y a tellement de choses à penser autres que la comptabilité, mon financement, etc. Ce qui fait que on tisse vraiment des liens serrés. Je vais vous donner un exemple. C'était les Gémeaux il y a quelques semaines qu'il y a eu, puis j'ai vraiment touché. Là. En fait, j'ai un de mes clients proches. Dans la même soirée, il a gagné un Gémeaux, puis peut-être 30 minutes après, j'ai reçu un petit message texte. « Hey Catherine, on a gagné. Merci pour ton aide. » On fait une belle équipe, tout ça. Donc, c'est vraiment touchant, puis je sens vraiment que je fais une différence. Puis ça, je l'ai partagé. C'est sûr que c'est moi qui appelle, là, mais ça, je l'ai partagé à toute notre équipe parce que justement, on travaille tous en équipe, puis on apprécie tous travailler. C'est quand même vraiment quelque chose, là. En même temps, tu travailles beaucoup avec des gens, là, des artistes parfois qui décident de se produire eux-mêmes, puis qui... Oui. C'est ça. C'est des gens que d'habitude, ils ont travaillé avec d'autres... dans des boîtes de production, puis ils veulent partir leur boîte de production. Donc là, ils font affaire à moi, comment je devrais organiser mes affaires, ma compagnie, etc. Oui, il y a certains artistes. Dans notre cas, je pourrais dire, c'est majoritairement en musique. Souvent, les musiciens, quand ils commencent ou chanteurs, quand ils commencent à être connus, donc vont vouloir commencer à s'autoproduire. Donc, là-dessus, c'est sûr qu'on s'occupe plus de l'aspect comptable, etc., mais on est capable de les conseiller après ça, parce qu'il y a plein de crédits d'impôt au niveau de la production de spectacle, aussi au niveau de l'enregistrement sonore, qui sont disponibles pour eux à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça doit être gratifiant, en tout cas. Vraiment. En fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sentir que je fais une différence. C'est vraiment ça qui est si tu me parlais, c'est ce que je veux dans la vie, etc. J'aime faire une différence. Quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup impliquée fait beaucoup d'implications sociales, les paniers de Noël, les choses comme ça. Donc, je veux sentir que je fais une différence dans la vie des gens puis que je peux contribuer à ça. Puis tant mieux si c'est dans un domaine que j'aime puis qui me touche. Là. Et justement, tu as dit que tu avais beaucoup de clients là, qui étaient plus au niveau musical, là, qui se produisaient eux-mêmes. Et qu'est-ce que tu penses du modèle d'affaires un peu, mettons, comme Spotify et tout ça? Comment est-ce que ça l'influence le modèle d'affaires là, pour les artistes? C'est sûr que des géants comme ça donnent, on va dire entre guillemets, des peanuts aux artistes. Là. Surtout si je parle des artistes québécois, ces plateformes-là ont... en fait, c'est que tu es obligé d'être avec la vague. C'est un peu plate à dire, mais s'ils veulent justement satisfaire leurs clients, je vais parler clients, c'est pas clients, mais leurs fans ou les gens qui trippent sur eux sont obligés d'être sur ces plateformes-là parce que je suis sûre que vous êtes abonnés aussi à ce genre de plateforme-là. Donc, ça reste que tu es comme obligé d'aller avec la vague. Il y a certains artistes qui n'adhèrent pas, puis c'est correct, mais je pense que tu es obligé d'y aller. Une industrie qui a vraiment été touchée dans les dernières années, c'est vraiment au niveau de la musique. C'est pas évident. En plus, avec la pandémie qu'on a, ces artistes-là, la façon pour eux de faire des sous, c'était de faire des spectacles. Ouais. Puis là, c'est pas possible pour eux, ce qui fait que c'est vraiment un moment très difficile pour eux ces temps-ci.
peuvent plus t'en vivre. C'est difficile, ou il faut qu'ils trouvent des façons de se réinventer, mais c'est pas évident. Ce qui fait que ces plateformes-là, c'est difficile d'aller contre les géants. Je vais aussi mettre Netflix là-dedans, là, au niveau de ce qui est la série ou le film. C'est des enjeux. Je dois t'avouer que là-dedans, à mon avis, il y a quand même c'est la législation, c'est les gouvernements qui doivent prendre certaines mesures pour protéger notre industrie de toute la culture québécoise. Je pense que c'est important. Je pense qu'au Québec aussi, on est très comme des amoureux de la culture, le spectacle, la musique, notre télévision québécoise, c'est important pour nous. Je pense que dans les dernières années, les gouvernements ont quand même fait des pas par rapport à ça. Mais je pense que de la vie dans les médias, il y a certaines choses qui sont peut-être pas adaptées. Je ne voudrais pas être dans les souliers du gouvernement, là, c'est pas ma job non plus, là, mais ça reste que oui. Mais je pense que c'est vraiment une industrie à protéger puis à encourager. Ça fait travailler des milliers de personnes. Souvent, on ne le voit pas parce que justement, c'est des emplois qui sont souvent temporaires. Comme je vous ai dit, c'est du part-arrête, mais ça reste que des milliers et milliers de personnes qui sont qui travaillent dans ces industries. Oui. On peut le remarquer aussi, là, on a abordé Spotify. Là, nous, on s'est installé aussi sur la plateforme parce que en tant que producteur de contenu, on n'a pas le choix. Faut aller vers ce que les personnes à qui notre contenu s'adresse vont utiliser. C'est sûr que pendant un bout, YouTube a été une des bonnes plateformes. Je pense qu'il y a beaucoup de podcasts qui se sont développés sur YouTube, mais là, on voit le transfert vers Spotify un peu plus. Puis, en même temps, on dit, on ne peut pas se battre contre les géants, mais je pense que, je ne sais pas si tu partages un peu cette idée-là, mais que, en même temps, ils ont pris les efforts pour développer la plateforme, Donc oui, c'est un effet pervers, mais ils ont quand même travaillé pour aller là. Qu'est-ce que tu en penses, un peu de ce statement-là? C'est sûr, oui, ils ont travaillé, ils ont investi des sous pour développer la plateforme. En fait, comment je peux dire? Ces plateformes-là ont quand même sont nées dans d'autres pays que le nôtre. Puis, je ne vais pas vous cacher, on est pas mal moins de gens qu'aux États-Unis, là, ce qui fait que la clientèle, il n'y a pas autant de gens pour payer pour la musique, pour la télé, etc. On le voit avec les revenus au niveau des diffuseurs, là, au niveau de la publicité, parce que les gens, justement, qui s'en vont vers les plateformes, ça fait que les revenus de publicité pour les diffuseurs traditionnels diminuent. Ça fait que c'est plus difficile pour eux de financer la production québécoise. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils financent leur plateforme, mais je pense qu'avec avec ce qu'on voit, avec leurs résultats, je pense qu'ils s'en sortent bien. C'est ça. Ils peuvent se le permettre, là, on s'entend, c'est pas... Ils ont pris un risque au début. Toutes ces plateformes-là ont pris quand même un risque au début. Il y a certaines choses qui étaient super audacieuses. Puis ils ont gagné comme qu'il y a d'autres plateformes que ça n'a pas fonctionné. Comme je vais vous revenir avec le VHS versus le bêta. Ça reste que les gens avaient investi beaucoup dans le bêta. Puis finalement, ça n'a pas été mainstream. Donc, ça a été VHS qui a gagné. Ça reste, il y a un risque d'affaires. Il y a un risque d'affaires là-dedans. Je pense peut-être que... je dois t'avouer que je connais pas... Je connais pas comment est-ce qu'ils contribuent à l'industrie. Là. Spotify, c'est pas mon industrie nécessairement, puis c'est pas dans mes qualifications. Là. Mais je suppose ou j'espère que ces plateformes-là redonnent à l'industrie, que ce soit par des subventions ou peut-être des programmes pour les artistes. Mais j'avais entendu quelque part
Ah, mais la fois, j'avais entendu ça à sous-écoute, c'était les trois accords, là. Il y en avait un des deux qui disait ça. Eux, ils voyaient ça plus comme une plateforme là, de publicitaire un peu pour Oui, vendre oui, du oui. spectacle. En ce moment, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais ils voyaient ça un peu comme ça, puis ils disaient que l'industrie a changé un peu plus vers ça. Avant, les artistes faisaient plus des spectacles pour vendre des disques. Maintenant, c'est un Oui. peu l'inverse. Ça demande une implication différente, je pense, pour les artistes, là, mais c'est un Ben, modèle. je pense que ceux qui étaient habités, qui sont dans l'industrie depuis longtemps, des chanteurs de longue date au Québec, eux vivaient sur les revenus de disques. Donc, c'était ça leur revenu principal. C'était pas les spectacles, ce qui fait que là, il y a vraiment, justement, avec l'ère du numérique, digital, donc il n'y a pas grand monde qui achète des disques maintenant. Là. Donc, les revenus sont pas mal moindres par rapport à ça, ce qui fait qu'ils doivent vivre d'une autre façon. Là. Donc, c'est pas évident pour eux autres. Oui. Puis je pense aussi qu'il y a eu une transformation, je veux pas, comme tu l'as mentionné, vers le digital. Puis les entreprises de technologie ne fonctionnent pas nécessairement comme le fonctionnerait l'entreprise du divertissement. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est qu'il arrive en ce moment peut-être un clash entre les deux cultures d'entreprise. Tu sais, oui, tu l'as mentionné, puis je pense que c'était bien, c'est que les entreprises, avant de redonner à la communauté, tu sais, tandis que les entreprises de tech, eux autres, ben, veut pas, les entreprises, c'était on veut faire un profit le plus vite possible, on veut vendre notre licence d'utilisation, puis après ça, on va passer à l'autre prochain truc pour faire un paquet de cash. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui s'entrevient, puis ça, tu l'as mentionné un peu, la solution, je pense, passe par travers le gouvernement, puisque la culture, ben, c'est l'affaire de tous, c'est un bien commun, puis je pense que si on laisse la culture partir, ben, on n'ira pas, on va se ramasser avec une culture vraiment flat, puis tout le monde va avoir la même culture, puis il n'y aura pas de ce sentiment d'appartenance que je pense qui caractérise beaucoup les Québécois. Je pense que c'est la mémo. C'est drôle de ça. Je suis tombée sur, je me souviens plus si c'était un article ou ou même une publicité, mais ça reste que ce qui est important dans la vie, c'est les souvenirs, c'est la mémoire, c'est les expériences qu'on a eues. Puis dans la culture, il y en a beaucoup de ça. Il y a certains moments de votre vie, en fait, je suis une artiste, je vais le redire encore. Je pense pas que je suis la seule, mais il y a certains moments de ta vie ou certains vraiment moments précis que tu peux te souvenir, que tu entends une chanson, ça te remet dans le moment. Donc, c'est ça la culture. Tu as des images que tu vas voir, tu vas voir une publicité de je sais pas quoi ou un film, des rediffusions de films, vieux films. Tu dis, j'aimais ça, je regardais ça quand j'étais jeune avec mon frère, puis on se faisait un milkshake, quelque chose comme ça. Donc, tu repars dans tes pensées, ça te rend heureux, ça te fait du bien. La culture, elle a ça. Puis, justement, dans des temps où est-ce qu'on est tous chez nous. J'aurais aimé ça faire ce podcast-là en vrai avec vous autres, là, mais... T'as pas idée comment que nous autres aussi, on est tous devant. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire nos podcasts en présentiel? Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire en présentiel? Puis là, on est comme, ouais, mais c'est ce qu'il a, tu sais. Les cas augmentent, puis là, on est comme, on veut pas être le problème, tu sais. Fait que... Ben oui, mais tu sais, ça reste que la culture, c'est super important. Maintenant, on a épuisé les choses qu'on peut regarder sur Netflix et compagnie, puis tout ça. Mais ça reste que peut-être que ça te donne des opportunités aussi d'aller regarder certains nouveaux contenus. Mais ça reste que tout ça, c'est relié à tes souvenirs, à quitter. Donc, je pense que on a tout un peu de culture en nous. Je pense que c'est important. Maintenant, comment est-ce que le développement des affaires se fait dans un milieu comme les médias et le divertissement? Sachant que c'est pas mal souvent des projets puis tout ça, tu dis que c'est des stop and go. Fait que comment tu arrives à établir une certaine stabilité à travers ça? Je ne dis pas que c'est plus facile de faire du développement des affaires dans le domaine, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le faire. Il y a plusieurs congrès, galas, il y a des marchés, ce qui fait que pour
pour moi, qui est conseillère d'affaires dans le domaine, c'est plein d'endroits et d'opportunités pour pouvoir aller rencontrer des producteurs, aller échanger avec eux, d'être disponible. Je vais vous parler un peu de marché. Vous parlez tantôt des marchés internationaux. Nous, chez DB, on participe à ces marchés-là, donc ça n'a pas pu être fait cette année. Mais normalement, à l'automne, il y a le marché de Cannes. Donc, on y va là-bas, dépendant là, des années, plus ou moins. On est combien de personnes, là, mais on a au moins une personne qui va à Cannes pour pouvoir vraiment avoir une présence de Mersbon, pour pouvoir épauler les producteurs, parce que normalement, pas mal tous les producteurs de télévision et de films importants se rencontrent à Cannes. Ou est-ce que c'est un marché international, ou est-ce que tous les distributeurs internationaux sont là? Désolé de te couper, j'ai juste une petite question, Oui? sur personnel. On parle de Cannes parce que, évidemment, c'est un film, c'est en France. Mais Oui. à quelle place est-ce que Sundance, qui est à Toronto, qui est le film indépendant, a dans votre, justement, dans le démarquage d'affaires? Tranquillement, notre équipe grossit, ce qui fait qu'on est capable d'avoir un peu plus de portée, là. Parce qu'à un moment donné, si je vais juste dans les marchés, je ne travaillerai pas, là. À un moment donné, il faut que je le montre que je suis capable de conseiller mes clients, là. Ce qui fait que j'aimerais bien ça, voyager beaucoup, là, puis aller. C'est le fun de voyager, sauf que ça reste qu'on doit se partager les activités parce que sinon, justement, on ne peut pas servir nos clients. Ce qui fait que tranquillement, on va à certains événements. Je vais t'avouer, je t'ai parlé de Cannes parce que c'est vraiment l'endroit majeur où est-ce que vraiment, majorité, tous les producteurs canadiens, québécois et internationaux sont là. Des gens de LA. En fait, pourquoi je vous parle des gens de Los Angeles, Hollywood? C'est parce que c'est une clientèle qui est importante pour nous au Québec parce qu'il y a des films qui sont faits, tournés ici. Vous entendez souvent parler des studios Melz. Je ne sais pas si vous êtes de la Rive-Sud, donc on les voit sur l'autoroute Bonaventure. Donc, il y a beaucoup de films américains qui sont tournés là à cause justement des incitatifs fiscaux. Ce qui fait que nous, on est là-bas pour souvent faciliter faciliter la rencontre entre ces gens-là et également pour expliquer aux producteurs américains les incitatifs à venir chez nous, crédit d'impôt, etc., puis comment tout ça peut être organisé. Puis on supporte aussi des producteurs étrangers ici, là. C'est déjà arrivé. Mon nom s'est retrouvé sur un film taïwanais l'an dernier. Donc, donc tout ça. Donc, mais tu me parlais de Sundance. On n'est pas encore allé. Je vais t'avouer que c'est le TIFF qui nous intéresse bientôt. C'était le prochain qu'on voulait aller, mais on n'a pas pu y aller. Donc, le Festival de films de Toronto. Mais tranquillement, on essaie de participer à des événements. Il y en a... Je pense qu'on fait des essais-erreurs. Il y a certains événements qu'on a essayés et qu'on a vu peut-être qu'on n'avait pas tant de fit avec la clientèle qui était là. Mais je vais t'avouer, les événements, est-ce qu'on est présent pour le moment? Cannes. On va au Kids Crane également, c'est en Floride. On fait aussi des missions, pas humanitaires, mais des missions un peu avec d'autres intervenants. Souvent, on va avoir une banque, il va y avoir nous, il va y avoir d'autres producteurs du Québec où est-ce que les gens vont aller à LA pour aller rencontrer des producteurs américains pour leur expliquer comment ça fonctionne chez nous. Il y a également des événements régionaux ici. Il y a tout le temps, nous, le congrès de l'OQPM qui est très important parce que là, vraiment, on est à la rencontre pendant 2-3 jours avec les producteurs du Québec. Donc, on se promène. Il y a des événements aussi à Banff. Il y en a. Il y a des événements un peu partout. Tranquillement, on choisit, on fait des essais, puis on se partage surtout le travail parce que c'est le fun, mais ça prend quand même du temps de se déplacer. Juste 2 petites secondes, je vais me déconnecter puis me reconnecter puisque il semble que mon Zoom ne répond pas. Oh. En attendant, on pourrait y aller avec... Vas-y. Dans le fond, le fait que tu aies travaillé dans l'industrie,
est-ce que ça t'aide avec les relations avec la clientèle ou avec, comment dire, aller chercher de la clientèle? Oui, en fait, c'est un peu mon avantage concurrentiel versus d'autres gens. Le fait que j'ai été dans les souliers de mes clients, je comprends mieux qu'est-ce qu'ils vivent, souvent l'urgence de leurs demandes, pourquoi ils ont besoin de certains documents, pourquoi ils ont besoin de certains états financiers, certains rapports de coûts rapidement, parce qu'il y a un aspect de cash flow qui est relié à ça. Ce qui fait que je pense que je donne un petit plus à mes clients. Donc, je donne un peu plus de concret versus du théorique. Également, ce qui m'aide dans mon développement des affaires, c'est beaucoup des références de mes anciens collègues. Donc, j'ai été 9 ans quand même dans cette entreprise-là. Puis, c'est pas tout le monde qui reste 9 ans, là, ce qui fait que j'ai vu quand même plusieurs personnes, ce qui fait que quand je suis, en fait, ça va faire 2 ans, je suis chez Demers Bond. Donc, quand j'ai quitté tranquillement, c'est sûr qu'on revoit nos anciens collègues, comme j'ai dit, dans des événements, excuse-moi, comme des congrès. Puis, quand les gens, en fait, il faut croire que j'ai une bonne réputation parce qu'on me réfère, il y a beaucoup de mes anciens collègues qui me réfèrent des clients. Donc, c'est vraiment une recette gagnante pour moi. Puis, je travaille fort pour maintenir justement que mes compétences puis de montrer justement mes clients actuels. Puis, il y a beaucoup de bouche à oreille après coup. Donc, quand ils sont satisfaits à ce moment-là, ils te réfèrent. Donc, là, ça va bien. Les gens me réfèrent pas mal de choses. Mais aussi, c'est que je pense que je peux donner ça un plus. Puis, je peux offrir certains services que d'autres auditeurs peuvent pas. Moi, je donne quand même, je donne soutien à la production, donc je suis capable de les aider à monter des structures de financement, faire des calculs de crédit d'impôt, faire des demandes de subventions. Donc, il y a des petits plus comme ça que je suis capable de leur donner. Puis dans l'équipe, justement, de médias et divertissement, il y en a un qui était guitariste professionnel, tu disais? Oui. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont un certain background là, dans ce milieu-là? Pas nécessairement qui ont travaillé comme ça dans l'industrie. Je pense. On a quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le théâtre, qui fait partie du conseil d'administration de théâtre. Il y en a qui c'est arrivé par accident, par contre, mais ça reste à un moment donné, tu as la piqûre, puis ça va. Parce que moi, j'ai vraiment la passion du domaine, mais ça reste que sur le plan technique, si vous êtes des gens qui aiment plus le technique, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis beaucoup d'enjeux, puis ça change beaucoup. Ça fait que oui, dans notre équipe, on est on est beaucoup qui sommes des passionnés de la culture, etc. Mais ça reste que c'est un domaine qui est quand même technique où est-ce que souvent, il faut que je regarde mes notes quand je retrouve, je retombe dans d'autres dossiers ou dans différents. Parce que les industries ont même mon industrie ont chacun leur particularité. Il y a certaines bonifications au crédit d'impôt qu'une société d'animation va avoir versus quelqu'un qui ferait plus du live action, qu'on appelle là, en anglais. Là. Donc, il y a ça, ce qui fait qu'on a aussi des gens qui sont très techniques parce que c'est vraiment un domaine très technique. Là. Mais je dois t'avouer, des gens dans l'industrie comme ça, il y a peut-être juste moi et mon collègue. All right. Faire un peu plus le lien entre ton travail et ta vie personnelle. Un sujet qui est souvent abordé, qu'on voit revenir souvent dans les médias, puis surtout avec la pandémie, là, je pense que ça l'a exacerbé un petit peu, c'est la place de la femme dans le milieu du travail. Est-ce que tu crois que dans ton cas, ça a été un défi que tu sois une femme dans ton travail? Parce que je suppose qu'il doit y avoir quand même un certain boys club là, dans le milieu de la production. Oui, je ne le cacherai pas. Je ne veux pas enlever rien aux gens qui font de la production. Mais... Oui, mais je dois t'avouer qu'il y a une tendance à l'égalité. Je pense que le domaine s'en est aperçu, par contre, qu'il y avait justement qu'il y avait beaucoup
de postes majeurs. Je ne parle pas juste en comptabilité, là, je parle dans l'ensemble des postes qu'il y a au niveau de la production. Beaucoup de postes de producteurs étaient justement remplis par des hommes. Mais de plus en plus, il y a des femmes et même maintenant, c'est une obligation d'un organisme qui s'appelle le Fonds des médias du Canada et Téléfilm également qui finance. Donc, le Fonds des médias du Canada finance la télévision et d'autres projets style jeux vidéo, des choses comme ça. Et Téléfilm, c'est vraiment pour le long métrage. Et ces deux fonds-là, maintenant, demandent qu'il y ait une parité au niveau des postes créatifs des productions. Donc, c'est vraiment tu n'as pas ton financement si ce n'est pas le cas. Donc, l'industrie a vraiment mis des mesures pour pouvoir pousser ça. Mais de toute façon, il y a vraiment une belle relève féminine dans le domaine. Je pense que si vous regardez souvent, le long métrage, on va plus les voir, là, les gens, parce qu'on va les voir dans les festivals de films ou dans les premières, quand vous regardez dans les nouvelles. Donc, de plus en plus, si vous regardez en bas des affiches, c'est de plus en plus des femmes qui produisent, qui écrivent, qui réalisent. Donc, il y a vraiment une belle relève par rapport à ça. Mais ça a dû être... Le passage a dû être fait par des femmes pionnières. Entre autres, je pense à un organisme dans le domaine, le FCTMN, qui est un organisme pour les femmes dans le média, divertissement. C'est des très bons événements. Ils font des galas justement à chaque année pour pouvoir récompenser les femmes dans l'industrie. Ça, je pourrais vous dire, c'est plus du côté au niveau des postes de production. Si je parle du côté plus CPA, du plus corporate, là, entre guillemets, je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans une industrie créative, je ne pourrais pas parler pour d'autres gens qui sont dans d'autres industries. Mais moi, à la limite, d'être une femme, ça a été quand même favorable pour moi. Donc, j'ai majoritairement des collègues femmes. Je pense que ça s'en vient beaucoup. Là, vous parliez, c'est ça, là, je pense de plus en plus, puis même je pense que vous avez beaucoup plus de collègues femmes aux études maintenant. Oui, effectivement, c'est plus rare maintenant qu'on voit des boys, mais je pense que là, à l'UQTR, personnellement, je me souviens de mes classes présentielles. Oui. Il y a longtemps. Je pense que c'était quand même une assez bonne parité. Okay. Mais je peux remarquer peut-être dans d'autres milieux, si je regarde ma sœur, quand elle faisait ses études en droit, elle, c'était vraiment une majorité de femmes. Il y avait beaucoup moins d'hommes qu'elle qui étaient dans le cours. Puis je pense que ça reflète ça un peu. L'entrée sur le marché du travail des femmes a vraiment été améliorée grâce à leur participation en université. Ils allaient chercher des bons diplômes, ils se donnaient à fond, puis ils voulaient prouver qu'ils étaient autant valables qu'un homme. Puis moi, je pense qu'ils apportent un grand apport quand on l'a aussi dans notre comité. On était au début, on ne se le cachera pas, on était juste des gars. Ça avait mal à donner. Il n'y avait pas de filles qui avaient appliqué sur des postes. Okay. Là, ben, on a deux filles avec nous autres, Jeanne et Sonia. Je ne sais pas si sont encore dans la réunion. Mais dans le fond, juste en parlant avec eux autres, des fois, ils apportent d'autres petits points que nous autres, on ne pense pas nécessairement. Moi, je trouve que c'est bien bénéfique d'avoir aussi un débat là-dessus. Puis, moi, ça a été bénéfique pour moi. Puis même, je vais vous parler plus loin. Là, vous n'êtes sûrement pas rendu là, mais c'est drôle à dire, mais je suis maman maintenant de deux garçons. Être mère m'a rendu une meilleure gestionnaire, m'a rendu je vais apprendre à gérer ton temps. Ben, il y a ça, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai plus le temps de niaiser. Donc, mais tu sais, ça reste que, tu sais, j'ai plus le temps de m'enfarger dans les ragots de bureau, tu sais, oui, je vais être, tu sais, vous voyez, là, de toute façon, là, j'aime ça jaser avec les gens, là, mais tu sais, le négatif, etc., tu sais, j'enlève ça, je veux juste m'entourer de gens passionnés, de gens inspirants, de gens, ce qui fait que
ça va de soi. Ce qui fait que je trouve même que moi, en tant que mère, maintenant, je trouve que je suis une meilleure employée. C'est drôle à dire, là. Mais pour mon cas personnel, je me trouve une meilleure employée, une meilleure gestionnaire, une meilleure collègue. Nécessairement. Peut-être pas dans les premières années, j'étais un peu fatiguée. Mes gars sont rendus un peu plus vieux maintenant, là. Mais moi, je trouve ça a été ça. Puis, de plus en plus, je vais vous avouer, si je regarde dans l'industrie nécessairement, de plus en plus au niveau des vice-présidences, finances, c'est des femmes maintenant, je peux vous le dire. Puis, de plus en plus, si je regarde au niveau des propriétaires de compagnies en production, de plus en plus de femmes également. Puis, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes là, afin de propulser leur carrière encore plus loin? Je dirais de respecter qui vous êtes, respecter vos valeurs, respecter vos choix, puis ce qui vous tient vraiment à cœur, apprendre à dire non. J'ai eu de la difficulté beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment ça avec avec le temps. Puis souvent, on rentre, on est super motivé, puis etc. Mais des fois, la vie nous rattrape, etc. Puis, c'est correct de je vous vois un peu dans votre processus de CPA. Moi, quand j'ai eu mon titre, j'ai dit, je fais quoi, là? What's the next step? Mais tu sais, t'as travaillé tellement fort pour te rendre. Je suis qui? Moi, je fais quoi dans... C'est quoi mon prochain objectif? C'est difficile, on dirait que c'est comme une remise en question, c'est tout nouveau. Ce qui fait que, comme tu te retrouves des projets, c'est drôle à dire parce que c'est comme un projet de vie. Là. Je ne sais pas dans votre cas là, comment ça a été. Là. Moi, ça a été vraiment une ligne très droite, mais je sais qu'il y en a, puis c'est bien correct. C'est difficile à savoir ce que tu veux faire au secondaire là, quand tu fais ton test d'orientation puis tout. Là. Donc, tu sais jamais. Là. Mais ça reste que rendu là, je fais quoi? Mais je pense que c'est de se faire confiance. Puis, je crois que la profession de CPA est très versatile. Ça t'ouvre plein de portes. Oui, il y a la... Mais ça reste que j'aime me dire pas être une comptable ordinaire. Donc, oui, je travaille avec mes normes, avec les aptitudes que mes études m'ont amené. Mais ça reste que je peux répliquer ça dans plusieurs domaines. Puis, vous recevez peut-être justement le CPA Magazine, etc. On a plein d'exemples de CPA qui ont, oui, la profession normale de cabinet ou en entreprise, mais il y a plein de gens qui sont devenus, qui ont fondé des entreprises, sont entrepreneurs, etc. Donc, je trouve que c'est une profession qui est très versatile, qui donne vraiment plein d'outils. Super intéressant, puis vraiment primordial au milieu des affaires. Je vais vous paraphraser mon père là, quand j'ai fait mes études. Quand j'avais fini, il m'a dit t'es allé à l'école, ça t'a donné ton seau. Là, il faut que tu le remplisses. Donc, c'est de remplir votre seau plein d'expériences. Puis, puis c'est correct de se tromper. Je pense que je pourrais dire aussi aux femmes, c'est correct de se tromper. C'est correct que tu fais quelque chose et que tu n'aimes pas ça. Là. C'est tellement vaste qu'il y en a pour tout le monde. Puis tu peux avoir ton compte, je pense, dans tout ça. Ah, super. Pour faire un petit follow-up aussi avec un petit peu dans la difficulté qu'il y a à l'accès au travail, on a vu récemment, il y a quelques mois, qu'il y a eu une petite polémique sur Escouade 99. Sur les rôles qui avaient été changés. Moi, étant un grand fan de Brooklyn Nine-Nine, j'ai été comme surpris que ça ait fait autant un truc, mais des fois, on parle d'une place qu'on ne se rend pas compte de comment que ça affecte les gens. Qu'est-ce que tu penses de la place, dans le fond, qui est accordée dans le milieu du divertissement aux minorités visibles? Je vais parler pour moi. Là. C'est sûr que là, on est trois. Je ne connais pas vos origines de base, mais je pense qu'on est quand même des Blancs majoritaires, etc. au Québec. Donc, au niveau de la culture, je pense que ça va prendre du temps. Je pense qu'il y a eu certaines
mise au point, réalisation dans les dernières années par rapport à ça. Ça s'en vient. Je pense que de plus en plus, c'est intégré dans notre culture, mais je pense qu'il faut que ça devienne naturel. Mais dans tout domaine ou dans toute question comme ça, je peux dire identitaire ou certaines questions comme ça, quand même assez... c'est important ou que ça touche beaucoup de gens. Je pense que c'est un long fleuve. Donc, je pense je ne crois pas qu'on est rendu là. Je crois que l'industrie fait beaucoup. Comme là, je parlais des femmes, mais ça reste que l'industrie en fait beaucoup, réaliser certaines choses. Je peux parler si je vous remets dans mon domaine, là, en fait, il y a des programmes pour la production autochtone, donc c'est très important. Donc, le Fonds des médias du Canada, Téléfilm ont des fonds spécifiquement pour financer des projets autochtones, donc pour vraiment que ces gens-là aient une voix puis qu'ils puissent justement montrer leur projet à l'ensemble du Québec, du Canada, puis également exporté. Il y a également anglais-français, je vais vous avouer. Donc, il y a aussi des subventions pour des gens qui produisent en français à l'extérieur du Canada. Donc, pour justement les minorités, ces fonds-là, souvent en Ontario, il y a quand même une belle communauté aussi au Manitoba, dans l'Est. J'ai même des producteurs là, en Alberta là, qui produisent en français. Ce qui fait que les fonds, les domaines ont quand même une certaine mesure pour pouvoir favoriser au niveau de la culture. Les minorités, je pense qu'il y a certains fonds, je dois t'avouer, qui sont... je ne suis pas spécialiste de tous les fonds. Je pense que l'industrie est en train de tranquillement de mettre des mesures, justement peut-être plus réglementaires, législatives, pour favoriser des projets justement multiculturels. Puis, est-ce que tu aurais des conseils aussi là, aux étudiants pour qui entament leur parcours professionnel dans le fond? Je pense avoir pas mal dit avec je parle aux filles, là, mais je pense que je vais vous dire la même chose à l'ensemble. Je pense que c'est vraiment de se faire confiance. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, je pense d'être heureux dans la vie, c'est important. En tout cas, pour moi, là, vous avez vu, là, c'est l'artiste qui parle. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que mon commentaire pour les filles englobait pas mal vous autres aussi, les gars, dans les CPA. Donc, je pense que c'est vraiment peut-être d'essayer aussi certaines choses, puis le droit à l'erreur. Donc, c'est pas tout le temps tracé d'une ligne. Là. Vous avez le droit de bifurquer puis de choisir d'autres choses. Mais je pense que ça va vous suivre toute votre vie. Vous allez être CPA, je pense, en dedans de vous, toute votre vie. Les réflexes restent à vie. Là. Souvent même, on en voit partout. Là. On analyse des articles différemment, tout ça. Donc, je pense que c'est peu importe où vous allez être dans 10 ans, dans 20 ans, faire confiance que vos études, toutes les aptitudes que vous avez apprises vont vous servir dans votre vie, que ce soit personnelle puis professionnelle. Puis je pense aussi que tu es comme un bon exemple là, de comme quoi c'est possible qu'on peut conjuguer nos passions, comptabilité, puis multimédia. Alors, c'est super intéressant. Oui. Donc, pour moi, c'était très important d'être dans... Mais quand j'étais en entreprise, d'être dans une entreprise qui me touche, puis que je peux être fière. Là, maintenant que je sers plusieurs clients dans le domaine, donc j'aime ça contribuer à leur succès, puis sentir qu'il y a un petit peu de moi dans chaque succès qu'ils ont. Là. On va faire une dernière question. C'est une question d'habitude pour la fermeture. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, peu importe que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre?
Je vais peut-être revenir avec Je vais essayer de changer, là. Je vous avais dit l'équilibre. Pour moi, c'est super important. Je pense... Non, je pense que je vais revenir. Je vais être kitsch. Pour moi, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre qui est super important pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais coulé dans le béton. Mais ça reste de... Ben, ce que vous pouvez vous me souhaiter, c'est pas d'être trop intense sur l'équilibre. Ça va arriver des fois que ça déborde, puis que ça ne fonctionne pas, puis que je ne sois pas satisfaite de certaines choses. Je pense que ça fait partie de la vie. Je pense que pas avec... quand tu n'es pas en équilibre, je pense que c'est là que tu grandis le plus aussi. Tu sais, oui, tu viens un temps que tu veux de l'équilibre, c'est bien l'équilibre, mais que tu apprends beaucoup quand tu sais justement, tu n'as pas de balance. Tu sais, es comme, OK, ben soit que tu apprends à prioriser, tu apprends différentes autres façons. Fait que moi, je pense que oui, l'équilibre, c'est bien, puis je pense que, mais il faut pas juste penser à une vie qui va être comme ça. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai fait le saut. Que je suis sortie de... Il y a bien des gens qui trouvaient ça un peu fou que je parte. C'est pas commun de partir de l'entreprise et revenir dans les cabinets. Du monde sont genre... tu vas faire des feuilles de temps. Oh mon Dieu! Oui, je sais, je refais des feuilles de temps. C'était pas tant pour ça que je suis revenue en cabinet pour faire des feuilles de temps. Là. Pour ceux que je vais peut-être leur apprendre quand vous allez faire votre stage en cabinet, il va falloir que vous fassiez des feuilles de temps. Donc, c'est beaucoup comme ça. Là. Donc, en fait, c'était beaucoup, comme tu as dit, tu amènes un bon point. Pour moi, c'était vraiment de me remettre en danger, puis de sortir de ma zone de confort. En fait, je pense, je dirais, de combiner les deux. Là. Donc, je pense qu'en fait, l'équilibre, c'est plus dans les sphères de ma vie, mais je veux quand même être le plus possible à l'extérieur de ma zone de confort au niveau du travail pour me pousser, que ce soit d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit d'aller au niveau de la prospection de clients, que ce soit au niveau du développement de mon équipe. Donc, c'est important. Puis, je pense aussi du plan personnel, des fois, c'est bien de se mettre en danger nécessairement. Donc, je le fais quand... parce que le stress est pas mal différent quand vous êtes sur une scène pour danser versus au travail. Donc, cet aspect-là, pour moi, est important de vivre une autre sorte de stress dans la vie. Donc, je ne m'habitue pas encore, par exemple. Ça fait 5 ans, mais c'est pas... tu reviens tout petite de même. Là, à chaque fois, là, c'est le trac de la scène. Donc, je ne m'habitue pas. J'en fais quelques fois par année. Là. Donc, il y a ça. Mais je pense que, oui, tu as amené un bon point. Je pense que c'est d'être dans l'équilibre à travers les différentes sphères. Donc, entre les différentes sphères, mais je pense que que ce soit dans la vie personnelle puis dans la vie professionnelle, je pense que, oui, c'est d'être un peu tout le temps... de se mettre en danger. Dans le fond, être équilibré, mais pas nécessairement dans sa zone de confort. C'est compliqué, hein? Je suis une artiste. Hein? Ils sont difficiles à comprendre. Font bien des métaphores, là, on n'est pas fort. Oui, on comprend pas. Ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir au podcast des Bobrins. Ça me fait plaisir, les gars. C'est vraiment plaisant. C'est le fun de voir, tu sais, que... Rappelez-moi l'année prochaine, là. Je vais pouvoir vous dire où est-ce que j'en suis, là. Ah, ben oui, un petit follow-up, c'est toujours bien, ça. Fait que c'était vraiment inspirant comme entretien, puis encore une fois, merci de ton temps, merci de t'impliquer, puis de nous donner un peu de ta sagesse que tu as réussi à acquérir. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast des Bobrins. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.